et de grosses villes avec leurs quartiers populaires. Ici, les gendarmes luttent contre un fléau solidement ancré, les vols de voitures. 9 véhicules volés par jour l'an dernier. L'une des zones les plus touchées du pays. À la brigade de Clermont, le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention, est sur les nerfs. Sa mission, patrouiller dans le secteur. Et chaque nuit, il tente de coincer ces malfaiteurs en flagrant délit. Ce soir-là, c'est John, adjudant de 42 ans, qui dirige les opérations. On va essayer de rechercher tout ce qui est vol lié à l'automobile. En fin de compte, on analyse la délinquance et on adapte notre service en fonction de la délinquance. Là, ce soir, on pense qu'on va plus tourner du côté de Clermont, qui ont été beaucoup impactés. C'est parti. Sa cible prioritaire, les voleurs de voitures. Dans la nuit, les gendarmes sillonnent la zone à la recherche du moindre comportement suspect. Et très vite, John repère un véhicule qui l'intrigue. Et vu l'état, à mon avis, c'est un moment qu'il n'a pas bougé ce véhicule. Je vais vérifier. Couvert de poussière, il est manifestement garé ici depuis très longtemps. Peut-être après un vol. D'ailleurs, John découvre un autre indice. Ça, généralement, ils peuvent l'enlever pour forcer la serrure ou changer directement la serrure dessus. Ses collègues vérifient si la voiture a été déclarée volée. T'as regardé l'historique? Mais cette fois, fausse alerte. Et toute la nuit, les gendarmes vont multiplier les contrôles, dans l'espoir de surprendre des voleurs la main dans le sac. Je pense que ça serait une voiture volée, monsieur, je serais pas en train de parler avec vous. Cette nuit, tout semble calme. Quand soudain, dans ce virage... Là, on vient d'avoir un véhicule Audi A3 de couleur noire, qui part en direction de Coffry. Un véhicule vient d'accélérer brutalement en apercevant les gendarmes. Regarde à droite. Ouais, affirmatif, une Audi A3 de couleur noire. Ça part en direction de Laigneville. Radicop, c'est bien reçu, donc. Allez là-bas, allez en face. Peut-être des voleurs de voitures. D'ailleurs, ils conduisent une Audi A3, l'un des modèles les plus visés en France. Mais la poursuite ne va pas durer très longtemps. Ça va partir. Les fuyards viennent d'abandonner le véhicule dans un champ. Ça part. Allez les gars, c'est parti. C'est parti. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête. Oh putain. Bouge pas. Viens là. John et ses collègues rattrapent 2 suspects et, surprise, ils tombent sur 2 adolescentes. Vous êtes qu'à 2 là? Oui, on sait pas où c'est parti. C'est qui le troisième? Je sais pas. C'est qui? Il était avec vous savez comment il était le troisième? Pour les gendarmes, plusieurs passagers manquent à l'appel, et notamment le conducteur. À mon avis, il en manque 2. Ils sont partis, donc il en manque 2. Combien dans la bagnole? 4? Oui, 5. Il en manque 3. 3, John. 3 passagers qui semblent avoir quelque chose de grave à se reprocher. Ils ont pris tous les risques pour échapper aux gendarmes, traversant notamment cette voie ferrée en pleine nuit. Donc pour nous, ils ont dû passer par-dessus le grillage. Parce que quand on est arrivé, on a éclairé, on les aurait vus ici. Alors que là, on n'a vu aucune silhouette hormis les 2 jeunes demoiselles. Donc à mon avis, ils ont dû passer par-dessus. Alors s'agit-il d'un vol de voiture? Grâce à l'immatriculation, John recherche le propriétaire. Ouais, bonsoir, c'est le psy Clermont. Le véhicule il a été lâché dans un champ. On a l'image du véhicule. Est-ce que tu pourrais me le passer au fichier? À Berck. Ouais, la voiture appartient à quelqu'un qui habite à Berck, dans le 62. Surprise, le propriétaire habite à plus de 170 km de là. Et les explications des 2 adolescentes ne sont pas franchement convaincantes. La voiture, elle appartient à qui, vous m'avez dit? Comment? Je sais plus son nom de famille. Ah, va falloir se souvenir. Bah, je connais pas son nom de famille, moi. Vous êtes à quelqu'un, vous connaissez pas son nom de famille? Bah, Il habite où? je sais pas, c'est quoi sa vie? Les 2 jeunes filles semblent les mener en bateau. Et malgré leur âge, elles leur tiennent tête. Dans la voiture comme ça, mais vous savez rien, vous partez en courant, mais vous savez pas pourquoi. Je suis en courant, je vais pas rester dans la voiture. Bah pourquoi? Bah parce que je suis pas une bouffonne pour rester toute seule dans la voiture alors qu'ils partent en courant. Vous courez, vous suivez. Bah oui, je vais pas rester toute seule au milieu des champs. Et pourquoi il roulait vite comme ça, le conducteur? On devait rentrer chez nous parce que nos parents nous attendaient. Toutes les 2 sont mineures. John doit prévenir leurs parents. Et peut-être en apprendra-t-il davantage grâce à eux. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie de Clermont.
Je vous appelle parce qu'on est actuellement avec votre fille. Faudrait que vous veniez la chercher à Caufry. Bon bah, on vous attend sur place. Une demi-heure plus tard, Bonsoir madame. la mère d'une des adolescentes arrive sur place. Sur la route, elle vient de croiser 3 silhouettes qu'elle connaît bien, des amis de sa fille. Ils sont là. Je les ai croisés dans un sens, mais je savais pas si c'était ou pas. J'ai vu que c'était pas là, j'ai fait demi-tour. T'es sérieuse là? Fais ta maligne, toi. T'es sérieuse là? Fais ta maligne. Eh bah, tu sais quoi, je rentre pas avec toi, je m'en bats les couilles. T'es sérieuse? Tu veux que les gendarmes ils t'embarquent? Bah, j'y range la vie, je m'en bats les couilles. T'es là, tu balances, t'es sérieuse ou Mais quoi? bien sûr que je balance. Mais je m'en bats les couilles. Il a pas transporté des mineurs, y a quoi que tu comprends pas? Elle va sûrement les appeler. On va prendre les devants. Pendant que la mère et la fille règlent leur compte, les gendarmes veulent retrouver les fuyards, pour enfin savoir ce qu'ils ont à se reprocher et à qui appartient ce véhicule. Ah, ils sont là-bas. Sans doute épuisés par leur course dans les champs, ils ne sont pas allés bien loin. Arrête-toi devant. Gendarmerie, bougez pas. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Moi, personnellement, non, je viens d'arriver avec eux. Vous venez d'arriver avec eux? Ouais, je viens d'arriver. Ils commencent par nier les faits, mais un détail les trahit. Vous avez vos pompes toutes dégueulasses, vous avez couru dans un champ. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, d'accord? Très vite, l'un d'entre eux finit par reconnaître l'évidence. D'accord, vous avez bien pris la fuite. Vous saviez qu'on était derrière vous. Vérification faite, il s'agit bien du propriétaire de la voiture. Alors pourquoi s'est-il enfui? On donne un souffle long et continue. Je dirais d'arrêter. Encore. C'est bon. 0. Il n'a pas d'alcool dans le sang, mais voilà son petit secret. Le véhicule, il est assuré ou pas? Ouais, Oui, non. Assuré, Deviez, donc il n'est pas assuré. Vous êtes déjà connu des services de police gendarmerie? Pourquoi? pour défaut d'assurance. Ouais. Bah là, je devais avoir 4 mois de bracelet pour ça. Pour défaut d'assurance? Ouais, donc c'est récidive. Un défaut d'assurance en récidive qui pourrait lui coûter son permis. Mais son délit de fuite aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Après, vous avez 2 mineurs dans la voiture. Des passagers. Vous faites imbécile, là, parce que avant de nous voir, vous avez vu comment on a fait le virage? Il y aurait eu un accident là, dans le virage. Là. Le jeune homme est convoqué le lendemain pour s'expliquer. Encore une fois, cette chasse aux voleurs de voitures aura occupé le PSIG une bonne partie de la nuit. Des malfaiteurs malins et insaisissables. Dans quelques heures, les gendarmes vont une nouvelle fois dresser un triste état des lieux des vols de la nuit. Faire des constatations sur une tentative de vol de véhicule. Il y a des fléaux qui mobilisent policiers et gendarmes tout au long de l'année. Les vols à répétition. Cible préférée des malfaiteurs, vos voitures. La voiture, elle bouge tellement ils s'acharnent. Plus de 100 000 véhicules qui disparaissent chaque année. 285 par jour. Ils servent parfois à commettre des délits. Ça peut être des braquages, ça peut être des vols, des cambriolages. D'autres partent pour l'étranger, où sont démontés et revendus en pièces détachées. C'est un truc de ouf, hein, comment ils ont démonté vite. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de coffre, les numéros ils sont limés. Pour traquer ces voleurs, des unités spécialisées, comme le plateau Investigation Véhicule, qui connaît par cœur leur technique. On branche l'outil de reprogrammation clé sur la prise diagnostique. J'appuie sur Start. Le véhicule démarre. Des malfaiteurs qui utilisent même les sites de location entre particuliers pour subtiliser des véhicules haut de gamme. C'est une voiture qui valait 30 000 €. Il me reste la clé. Face à ce fléau qui nous touche tous, des sociétés privées proposent des systèmes étonnants. Des mouchards cachés sous la carrosserie. Il va prendre le signal. Et il va s'intensifier, puis on va se rapprocher du véhicule. Des voleurs en série qui s'en prennent aussi à nos maisons et s'attaquent à nos bijoux de famille, colliers, bagues ou montres. Une petite collection de montres qui était dans ce coffret-là. Tout a disparu. Des vols de bijoux à l'origine de 2 cambriolages sur 3. Et des cambriolages en France, il y en a plus de 1200 par jour. Ouais, ils cherchent vraiment les bijoux, là. Toutes les boîtes sont ouvertes. Principal avantage de ce butin, il se revend sans laisser de traces. Et certains sont prêts à tout pour mettre la main sur ces métaux précieux. Il y a 3 gars qui me sont tombés dessus, quoi. Et j'ai été saucissonné, je me suis dit, là c'est mal parti. Pour ne rien arranger, des professionnels du rachat d'or ne respectent pas la loi. Interdit par exemple de reprendre des bijoux en liquide. Ah, merci monsieur.
Et parmi ces vols qui pourrissent notre quotidien, un nouveau phénomène inquiétant. Des bandes organisées qui font main basse sur nos animaux domestiques. En pleine journée, on était à 3 présents avec les chiens et on n'a rien vu, rien entendu. Loin du crime organisé, ce sont parfois des délinquants au profil inattendu qui se livrent à ce trafic et revendent vos animaux sous le manteau. Et votre proposition, c'est quoi? Me prendre les chats? Alors oui, tout à fait, les ramener à notre refuge. Oui, mais moi, je perds de l'argent. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle fait, mais elle peut pas nous le dire parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas légal en fait. Animaux de compagnie, voitures, bijoux, des vols à répétition, des milliers de victimes chaque jour et des trafiquants en tout genre. Vous m'amenez avec les notes aussi? Je suis déçu. À la brigade de Clermont, après une nuit de traque infructueuse, les gendarmes vont encore une fois se rendre compte que les voleurs de voitures sont toujours aussi actifs. Allez, on y retourne. Ce matin-là, c'est Candice, 27 ans, qui, à peine partie en patrouille, hérite d'une première affaire. Un véhicule volé vient d'être retrouvé. Portez-vous à Clermont sur appel des pompiers. Ouais, on s'y rend tout de suite. On a les militaires du PSIC de Clermont qui étaient en patrouille et qui ont découvert un véhicule calciné. Au milieu d'un champ, un véhicule, ou plutôt ce qu'il en reste. Un modèle récent plutôt rapide. Pour les gendarmes, aucun doute, voilà pourquoi il a été incendié. Faire disparaître toutes les traces possibles d'ADN. Ça a pu servir à quoi cette voiture? Ça peut être des braquages, ça peut être des vols, des cambriolages, plein d'hypothèses. Des véhicules de guerre, comme les appellent les gendarmes, dont les malfrats se débarrassent une fois leur forfait commis. Candice cherche à identifier son propriétaire. Oui, dis-moi, je t'appelle pour un renseignement. Je suis sur une Polo cramée. Le numéro de série, il est placé où? Au milieu des cendres, elle finit par découvrir une série de chiffres. C'est bon, ouais. Renseignement pris, il s'agit bien d'un véhicule volé quelques jours plus tôt. Oui, bonjour monsieur, la gendarmerie de Clermont. On a retrouvé votre véhicule totalement calciné sur la commune d'Ansac. Mais en ce moment, ce qui inquiète les gendarmes, c'est l'explosion des vols de voitures de monsieur et madame tout-le-monde. Et vous allez comprendre pourquoi. À peine l'épave enlevée, Candice reçoit un nouvel appel. Ok, je te remercie. Une tentative de vol de voiture a également eu lieu pendant la nuit. Une patrouille a fait fuir les malfaiteurs. On va aller voir le véhicule, voir exactement ce qui a été forcé, faire des prélèvements si on peut en faire et essayer de prendre contact avec la victime puisque cette nuit, les collègues n'ont pas réussi à le faire. Candice et ses collègues se rendent sur place pour démarrer l'enquête. Ils arrivent dans un quartier résidentiel. Donc du coup, une Ford Fiesta. C'est le côté conducteur qui est forcé. Voici la voiture visée, un modèle pas franchement récent, ce qui ne surprend pas Candice. En général, quand ils volent ce type de véhicule, c'est pour revendre certaines pièces. Donc il n'y a pas forcément de nécessité de les voler en entier. Ils les forcent pour pouvoir ouvrir le capot et dérober ce qu'il y a sous le capot, des batteries ou des pièces du moteur. Les malfaiteurs recherchent sans doute des pièces détachées pour les revendre. Ils n'ont pas fait dans le détail et ont attaqué la portière au pied de biche. On voit que la portière elle est légèrement ouverte et qu'il y a des traces de pesée sur l'avant du véhicule. Ensuite, ils ont essayé de le faire démarrer en démontant ce cache pour atteindre les fils de contact. Le cache qui se trouve en fait juste en dessous. Et on voit ils ont arraché un peu les fils. Et c'est la seule chose qu'ils ont touché, c'est au niveau du volant. S'ils avaient voulu casser, ils auraient plutôt cassé des vitres, le pare-brise ou même à l'intérieur du véhicule. Là, le véhicule, il n'a même pas été fouillé parce que souvent, quand il est fouillé, ils retournent tout à l'intérieur, ils ouvrent la boîte à gants. Les voleurs ont été dérangés, mais ils ont peut-être laissé leur ADN dans la voiture. Gaël, ce collègue de Candice, va tenter de le récupérer en promenant ce coton-tige aux endroits stratégiques. Là, je vais le passer surtout aux endroits où je pense qu'ils ont touché le véhicule. Des échantillons qui partiront au laboratoire pour analyse. Tu veux le nom du propriétaire? En attendant, il faut prévenir une habitante du quartier qui ne s'est rendue compte de rien. Bonjour madame, merci. Vous êtes bien propriétaire d'un véhicule Ford Fiesta? Cette nuit, il a été forcé. Ah bon? Oui.
Je voulais savoir si vous pouviez venir faire le dépôt de plainte. Bien sûr. Et décidément, aujourd'hui encore, Au revoir madame. c'est une journée bien chargée. Sur le chemin du retour, nouvel appel. Pour faire des constatations sur une tentative de vol de véhicule. Ouais, y a pas de souci, c'est où? Toujours dans le même secteur par rapport à là où on a fait les constatations tout à l'heure. Il y a une Opel Corsa aussi qui a subi une tentative de vol. On verra sur les lieux en fonction de la manière d'opérer si ça correspond, si ce sont les mêmes ou pas. Encore une voiture qui a bien failli disparaître. Les mêmes voleurs ont peut-être commis les deux faits. Ça doit être là-bas au bout. Encore une fois, il s'agit d'une voiture sans grande valeur, probablement choisie pour ses pièces. La peinture est abîmée, donc ça laisse penser qu'il y a eu une pression de fait pour pouvoir ouvrir la porte. Et que l'intérieur, encore une fois, la colonne a été défaite comme tout à l'heure. À nouveau, Gaël recherche des traces ADN. Dans le quartier, ces vols à répétition agacent la population, à commencer par la propriétaire de la voiture. C'est vous la propriétaire? Non, c'est moi. C'est la demoiselle, mais on était tellement énervés qu'une vieille voiture, je sais pas ce qu'ils font avec. Le véhicule, il était garé ici? Oui. Et j'ai vu que c'était ouvert quand je suis arrivée déjà. Parce qu'apparemment, ils cherchent les anciennes voitures sur les pièces. Il y a tous les jeunes qui se promettent, qui font des choses pas très bien. Mais c'est toujours les mêmes, il faut pas le dire. C'est énervant. Mais cette fois, Candice peut exploiter une autre piste que les empreintes. Donc là, on est dans un quartier en fait qui est sous vidéosurveillance et on a une caméra qui donne ici. Donc on va pouvoir faire une réquisition pour pouvoir avoir les images de cette nuit, voir si on voit quelque chose. Les vidéosurveillances, souvent un bon moyen de démarrer une enquête. Et avec ces vols de voitures qui s'enchaînent à un rythme impressionnant, pas question de traîner. On y va ? Dès le lendemain matin, Gaël et Tiffaine, l'une de ses collègues, se mettent en quête des précieuses images. Là, on va partir dans un bâtiment pour récupérer et extraire les vidéos qui filment la voie publique. C'est un bâtiment qui est inconnu du public, pour pas qu'il y ait de dégradation ou qu'il soit brûlé ou quoi. Quelque part dans ce groupe d'immeubles, dans un local soigneusement tenu secret, un ordinateur garde en mémoire les films de toutes les caméras du quartier. Il me faut les vidéos dans la nuit du 12, entre 22h et 2h. Alors, grâce à ces vidéos, Merci. les gendarmes vont-ils parvenir à identifier ces voleurs de voitures qui écument la région? Sur ces images, placées sous le secret de la procédure, Candice, qui dirige l'enquête, identifie 3 suspects. 3 jeunes qui, peu de temps avant la tentative de vol sur ce véhicule, auraient agressé une vieille dame près d'une gare. Et cette fois, les gendarmes ont relevé leur identité. À proximité, ils ont contrôlé un groupe de 3 jeunes. Ils ne les ont pas vus en train de procéder à la tentative de vol, mais ils les ont contrôlés à proximité. Nous, ça nous a permis, à l'aide des descriptions vestimentaires, tout ça, de pouvoir visionner avec les caméras et voir que c'était la même équipe. Et donc, c'est ce qui nous a permis de connaître les identités des 3 auteurs. Pour en savoir plus sur ces 3 individus, Candice consulte leurs antécédents judiciaires. Et surprise. Le premier, il est connu pour des dégradations par moyens dangereux, donc c'est un incendie dans une poubelle. Le second, il est connu pour un port d'armes pendant une manifestation. Et le dernier n'est pas du tout connu de nos services. 2 mineurs et un majeur qui n'ont quasiment jamais fait parler d'eux. Pour les gendarmes, il est grand temps de leur rendre une petite visite. Le lendemain matin, 3 équipes partent à la recherche des suspects. Gaël s'occupe de l'un des mineurs. Ça va être la prochaine. Direction une petite cité des environs. Comme souvent lors de ce genre d'opération, il est équipé d'une caméra. La gendarmerie, ouais. Pour Gaël, l'opération commence mal. Personne dans l'appartement. Mais quelques minutes plus tard... Madame. Qu'est-ce qui se passe encore? La mère du suspect découvre les gendarmes en rentrant chez elle. Mais elle n'est pas là. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois?
il rentre pas. Il rentre pas? Il rentre, ou alors il vient s'habiller, puis il se barre. Oui. L'autre fois, j'ai fermé la porte à 3h du matin. Ouais. Il s'est sauvé par le balcon. En perquisitionnant sa chambre, Gaël et ses collègues retrouvent cette veste noire qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de l'un des suspects filmés par les caméras de surveillance. C'est possiblement ce qui portait la nuit où il y a eu les tentatives de vol de véhicule. La fameuse fourrure qu'on voit sur la vidéo. Un élément de plus, mais encore faut-il mettre la main sur les 3 suspects. Ce jour-là, aucun d'entre eux n'est présent à son domicile. Mais quelques jours plus tard, Candice retrouve le sourire. Les 3 présumés voleurs de voitures viennent d'être interpellés. Cette fois, ils ont agressé une femme dans une gare pour lui voler son sac. On a une première équipe qui se transporte sur les lieux. Et là, en fait, on interpelle le jeune majeur. Et quand on a un renfort d'une autre patrouille, il tombe sur les 2 mineurs qui attendaient au niveau de la gare. Dans cette affaire impliquant 2 mineurs, nous ne sommes pas autorisés à filmer les auditions. Mais l'un d'entre eux va reconnaître sa participation dans une 15aine d'affaires de vol de voitures. Il y a un des 3 auteurs qui nous a avoué qu'ils avaient fait beaucoup plus de méfaits sur un laps de temps de 3 mois environ. Donc ça nous permet de rebondir sur les anciennes affaires. Tout ce qui est lié au vol d'automobile, tout ça, c'est assez rare qu'on parvienne à obtenir quelque chose. Donc on n'a pas travaillé pour rien. Jugé dans quelques semaines, le suspect majeur encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'un des 2 mineurs risque d'être placé dans un centre éducatif. Des vols à répétition qui ont donné des idées à certains, car les particuliers sont prêts à dépenser de petites fortunes pour protéger leur voiture. Meaux, à 60 km à l'est de Paris. Ce matin-là, en arrivant dans ce garage, Patrick, 70 ans, est de très bonne humeur. Bonjour. Bien récupéré votre auto? Effectivement. Il vient rechercher sa voiture, volée il y a quelques semaines. Elle est comme neuve après quelques réparations. Voilà, donc le pare-choc qui était tout rayé, tout est raflé. Voilà, la partie aluminium qui était endommagée, qui a été remplacée. Et la serrure donc, qui avait été forcée et qui a été remplacée. Les voleurs qui ont forcé cette serrure n'auront pas profité très longtemps du véhicule de Patrick. Voilà ce qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre, ma voiture qui était habituellement garée en face de chez moi n'y était plus. La semaine d'après, j'ai appris que mon véhicule avait été retrouvé et aujourd'hui, je suis venu la récupérer. Si Patrick a retrouvé sa voiture en un temps record, c'est parce qu'il l'avait équipée d'un tout nouveau système, baptisé Coyote. C'est une balise qui est dissimulée dans le véhicule, qui est en, on va dire, en veille et qui ne se met en fonction qu'une fois que le véhicule est déclaré volé. Vous pouvez nous montrer le système sur la voiture? Pas du tout. Pas du tout, puisque ce système il est dissimulé à un endroit que seul l'installateur connaît. Il n'est jamais installé au même endroit. Sinon, vous doutez bien que ce serait facile de l'enlever. Pour s'offrir ce piège à voleurs, Patrick a mis la main à la poche. Aux environs de 800 €, je crois. L'installation et l'abonnement pendant 4 ans. Une somme importante, mais selon lui, si sa voiture n'avait pas été retrouvée, il aurait perdu beaucoup d'argent. Voilà ce que l'assurance lui aurait remboursé. À peu près la moitié du prix neuf de la voiture. Je savais que c'était fiable. Dans 90% des cas, on retrouvait la voiture. Et puis je vois que ça fonctionne et qu'on me l'a retrouvée en à peine une semaine. Un système qui retrouverait les voleurs presque à tous les coups. Alors, comment ça marche? Sur Rennes, en région parisienne. Dans ce bâtiment, le siège de la société Coyote. Jusqu'ici, elle s'est fait connaître en commercialisant ses petits GPS, très prisés du grand public. Et désormais, elle se lance sur un nouveau créneau. Est-ce que tu sais où on en est sur le dossier sur la Mégane? José, directeur adjoint des opérations, est très fier de nous présenter son outil pour traquer les voleurs. Il affirme avoir déjoué l'une de leurs ruses qui rendait les anciens modèles de balises inefficaces. Les voleurs ont constaté qu'en enfouissant les véhicules, donc en le mettant au sous-sol -1, -2, ils s'isolaient des réseaux classiques de communication.
Donc là où le Coyote Group a une force, c'est qu'il propose des boîtiers qui allient le GPS et la radiocommunication de manière à pouvoir retrouver les véhicules en indoor, donc au sous-sol -1 ou dans des box. Un système qui serait impossible à semer. Voilà comment ça marche. Après le vol, la balise émet un premier signal qui permet de localiser la voiture dans une zone plutôt vaste. Donc cette triangulation nous amène à un territoire de recherche ici marqué en vert. Pour affiner la recherche, la société envoie ensuite sur place un détective comme Philippe, qui tient à garder l'anonymat pour ne pas être repéré lors de ses traques. Son véhicule est équipé de ce radar. Alors le système capte les ondes radio et donc on va au plus proche du véhicule. On se rapproche de plus en plus, le signal augmente de plus en plus et donc on se met après à distance du véhicule qu'on localise et on avise les forces de l'ordre. Et pour vérifier si c'est efficace, rien de tel qu'un cas concret. Ce matin-là, sur son ordinateur, José reçoit une alerte. Un vol vient d'être commis au sud de Paris. Il prévient aussitôt Philippe. On a un vol qui vient de s'ouvrir en Ile-de-France, là, une Renault Mégane. Ouais. Donc là, elle est localisée du côté de Montgeron. Donc regarde, ici, est-ce que tu peux aller sur place donc, pour faire une détection et voir si tu arrives à mettre la main dessus? Pas de problème. Pour affiner la localisation de la Mégane volée, le détective se rend aussitôt sur place. On va se diriger dans le département 94-91. Par rapport au niveau radio, c'est dans ce secteur-là que ça va se situer, les recherches. Ses collègues restés au bureau communiquent avec lui par radio. Et ils le préviennent si le véhicule volé change de secteur. Bon, c'est parfait, bonne track. Les niveaux sont inchangés. D'accord. Bon courage. Merci. À tout à l'heure. Le véhicule a l'air d'être posé. Donc posé, ça veut dire qu'il est au même endroit, puisque les niveaux radio n'ont pas changé. Une trentaine de kilomètres le séparent de la zone où la Mégane volée a été repérée. Prenez la sortie 23. Un coin que le détective connaît trop bien. On est déjà intervenu dans le secteur, oui, dans ce secteur-là. Il nous arrive parfois de retourner aux mêmes endroits parce qu'il y a des récidivistes, on va dire. Donc on a retrouvé beaucoup de voitures dans ce secteur-là. Une fois dans la zone concernée, Philippe ne quitte plus son radar des yeux. Oui, Patrick? Ouais, Philippe. Je te vois rouler? Ouais, je suis à 5 km et demi du secteur de la zone, plus ou moins, quoi. Alors, voilà, on vient de prendre le signal. Oui, Patrick, je viens de prendre le signal. Est-ce que tu peux le passer en track, s'il te plaît? La traque commence et il n'y a plus qu'à tendre l'oreille. La fréquence du signal lui indique s'il brûle. Donc là, on a 4 barres. Non, ça y est, elle est bon. Elle est passée. Plus il va s'intensifier, plus on va se rapprocher du véhicule. On va certainement toucher au but. Et dans cette rue, bingo! Et puis donc, on est en train d'augmenter progressivement. Le signal s'enflamme. La Mégane volée est là, à quelques mètres. D'après le signal à radio, ça serait dans la voie sans issue qui se trouve juste sur la droite là. C'est une impasse, donc moi je ne peux pas m'engager dedans. Après il faut qu'on fasse appel aux forces de l'ordre pour pouvoir pénétrer, parce que c'est un lieu privé également, donc on ne peut pas se présenter comme ça, quoi. Ses collègues restés au bureau préviennent le commissariat le plus proche, qui apparemment intervient régulièrement à cette adresse. Le chemin que j'en ai indiqué, ils connaissent ça. Ouais, ah, d'accord. J'ai pas eu besoin d'appeler. D'accord, ok. Ouais, ils connaissent. Il s'agit en réalité d'un camp de gens du voyage. Et quelques minutes plus tard, Philippe voit débarquer un nombre impressionnant de policiers. Bonjour. 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 Alors, on va aller ensemble, c'est bon. Voilà. Il se joint à eux et s'engage dans la fameuse impasse, équipé d'une caméra discrète. Une fois dans le camp, il ne va pas chercher la Mégane très longtemps. Donc là, tu as vu la situation, elle est là, devant lui, mais difficile de la reconnaître. Elle est en pièces détachées, Philippe n'en revient pas. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de coffre, les numéros ils sont limés, il y a la plaque d'IMAT encore sur le pare-choc.
Elle est dézinguée, mais ils l'ont fait depuis le milieu d'après-midi. Il a suffi de seulement quelques heures au voleur pour en retirer toutes les pièces. Du moteur au plus petit accessoire, la voiture a été méthodiquement démontée. C'est un truc de ouf, hein, comment ils ont démonté vite. Hein. Parce que ça a commencé très tard. Hein. D'après un policier présent sur place, la vente de pièces détachées d'un véhicule comme celui-là rapporterait autour de 7 000 €. Et manifestement, des véhicules volés, ici il y en a d'autres. Ah, il y en a une autre voiture, je sais pas ce que c'est, ça, elle est coupée aussi là. Ils ont coupé le toit, ils ont coupé... Il y en a partout, il y a des mitrains, des moteurs. Tu veux quoi un moteur? Tu veux quoi comme moteur? Philippe aurait préféré rapporter le véhicule à son propriétaire. Mais face à lui, les voleurs sont rapides et bien organisés. Bah, ça y est, on a trouvé la voiture, enfin ce qui reste de la voiture, c'est une carcasse. Vous doutiez un petit peu de... Bah, vu le véhicule, oui, on se doutait un petit peu que ça allait se terminer malheureusement comme ça. Tout ce qui est numéro de série qui peut identifier la voiture a été limé ou meulé. Bah, c'est un peu décevant parce que nous, ce qu'on recherche, c'est une voiture entière. C'est pas une voiture en morceaux. C'est des pros. Bah voilà, c'est des produits de démontage. Pas de chance pour le propriétaire qui va devoir faire appel à son assurance. Sauf contrat spécifique, il sera remboursé au prix de l'Argus. Au total, 2 voitures, des pièces détachées et un scooter volé sont saisis. Mais faute de preuves, impossible d'imputer ces vols aux individus présents sur place. Et en France, il n'y a pas que les voitures qui sont victimes de ces vols à répétition. Que ce soit dans les villes ou les campagnes, il y a une autre cible qui attise les convoitises. Les bijoux. Colliers, bagues ou montres. Dans 2 tiers des cambriolages, ce sont ces objets de valeur qui disparaissent. Un chiffre colossal lorsqu'on sait que l'an dernier, il y a eu en moyenne 1260 cambriolages par jour. Bondoufle, en banlieue sud de Paris. Ici, les gendarmes font face presque chaque jour à ce fléau. Merci. En cette fin de journée, Romain, 33 ans, et ses collègues partent en patrouille. Et ils ne vont pas tarder à recevoir le genre de message qui les agace. On va vous transporter à Bondoufle pour aller constater un cambriolage. Ouais, de Bondoufle mobile, c'est bien pris, on a le 102. Encore une fois, c'est un quartier résidentiel qui est visé. Des petits pavillons où les voleurs peuvent opérer à l'abri des regards. Bonsoir. Vous avez coupé de sa part? Bah non, en rentrant, il y a 10 minutes. Les propriétaires, des personnes âgées, sont en vacances. C'est leur gendre qui a donné l'alerte. Pour s'introduire dans la maison, les cambrioleurs ont forcé cette baie vitrée, sans doute avec un pied de biche. Ouais, c'est le bout qui est tombé au sol. En forçant, ils ont pété le... Au niveau traces, t'as rien au niveau des traces sur les vitres. Aucune trace, les cambrioleurs savent bien qu'il faut porter des gants pour éviter de laisser des empreintes. À l'intérieur, ils ont retourné toute la maison avec un seul objectif. Au rez-de-chaussée, qu'est-ce qui a été... Ça a été fouillé. Voilà, c'est tel quel. Les seules pièces... Vous n'avez pas touché au... Rien touché. Est-ce que vous avez remarqué des choses qui ont disparu déjà ou pas? Alors oui, une petite collection de montres qui était dans ce coffret-là. Poussé, etc. Tout a disparu. Des montres. Encore une fois, ce sont les bijoux que les voleurs visaient en priorité. Et ils ont méthodiquement vidé chaque armoire, chaque tiroir. Putain, ils ont tout retourné. À mon avis, ils ont pas été emmerdés. Mais... Parce que pour tout retourner comme ça, c'est qu'ils ont eu du temps, ils ont eu du temps pour travailler. Pour moi, ils cherchaient l'or, vu ce qu'ils ont laissé, et comment ils ont fait. Là, ils cherchent vraiment les bijoux, là. Dans les boîtes, toutes les boîtes sont ouvertes. Ils sont pas partis du gros truc. Donc, Non, c'est justement les bijoux, c'est peu encombrant. Ouais. Peu encombrant, facile à transporter, voilà pourquoi les bijoux sont devenus la cible numéro 1 des voleurs. Pour les victimes, ce sont plusieurs milliers d'euros qui viennent de s'envoler, sans compter le préjudice moral. Là, je suppose que vous n'avez pas une idée arrondie du préjudice. Non, alors là, c'est compliqué. Donc ils viendront. Une liste des objets, des revues détaillés pour les bijoux. Par exemple, si vous avez des photos, vous avez porté des bijoux, vous avez les photos, vous pouvez nous les fournir, ça peut éventuellement vous aider. Quoi. Ok, donc il faut que demain ils viennent porter plainte à la brigade. Ouais, le plus rapidement possible à la brigade. Très bien, merci. Bah, je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Des affaires difficiles à résoudre pour les gendarmes,
Sans empreinte, sans indice, sans la moindre piste. Romain et ses collègues passent leur temps à courir après ces voleurs de bijoux. C'est une ou plusieurs personnes qui sont habituées à cambrioler des résidences. Déjà les fractions, elle est propre. La fenêtre n'est pas du tout abîmée, elle a juste été crochetée. Et le vol se porte principalement sur des bijoux. C'est vraiment bijoux qui a été ciblé là. Si ces objets de valeur sont devenus une cible prioritaire, c'est parce qu'ils sont très faciles à transformer en argent liquide, sans laisser la moindre trace. Pour le constater, il suffit de se rendre dans l'un des endroits les plus protégés du pays. Sausheim, en Alsace, une commune de 5000 habitants. Ici, il y a un homme qui se montre discret. Voilà pourquoi vous ne verrez pas son visage. Édouard est à la tête d'une entreprise de rachat d'or et d'argent, comme il en existe plus de 3000 en France. Une activité qui fait de lui une cible. Il y a 3 semaines, ce patron a bien cru mourir. À la fermeture, donc 18h30, je ferme, et puis là, il y a 3 gars qui me sont tombés dessus, quoi. Et j'ai été saucissonné, voilà, on m'a jeté dans ma voiture, après on est parti dans la cambrousse. Je me suis dit, là c'est mal parti. Mais ils avaient des armes? Oui, bien sûr, ouais. Pistolet et puis couteau, oui. Ces agresseurs retirent finalement 20 000 € sur son compte avant de le relâcher. Mais voilà ce qu'ils cherchaient. L'or ou l'argent qu'Édouard rachète aux particuliers. Sur son site internet, il indique ses tarifs pour la reprise de vos bijoux, vos pièces ou votre argenterie. Donc là-dedans, c'est toutes les pièces, que ce soit l'or, l'argent, au prix où lesquels je les achète. C'est même pas la peine que je fasse de la pub là-dessus, ça vient tout seul, quoi. Un business qui tourne bien, et voilà comment ça marche. Quand les particuliers lui apportent leurs bijoux, il en estime d'abord la valeur. Le principe est le suivant. Donc on laisse une trace sur la pierre, après on passe un acide dessus. Donc on a donc de l'acide 18 carats, et donc maintenant on applique cet acide sur cette trace. Et si la trace elle reste, donc c'est du 18, si par contre elle disparaît, c'en est pas. Donc, et la trace a disparu. Donc c'est pas du 18. Donc maintenant je vais aller un petit peu plus loin. Maintenant j'utilise donc le 14 carats. Donc j'applique également sur la même trace, l'autre partie de la trace. Et là vous voyez, la trace elle reste. Donc on peut considérer que ça, c'est du 14 carats. En fonction de la qualité du métal, il fixe ensuite un prix. Ce porte-pièce en or, par exemple, vaut près de 600 €. Si le particulier accepte son offre, Édouard envoie ses objets dans un lieu tenu secret où ils sont fondus pour en faire des lingots. Une opération très rapide, démonstration. Ah oui, ça va être très vite, vous allez voir. On va dire, allez, 5 minutes. En 5 minutes, chauffés à plus de 1000 degrés, les bijoux fondent. Impossible alors d'en retrouver l'origine ou le propriétaire. Faut laisser un petit peu refroidir. Puis voilà, quoi. Alors une fois que ces métaux précieux sont transformés en lingots, comment être sûr que dans ce mélange, aucun bijou volé ne s'est glissé? Édouard explique devoir respecter plusieurs règles. Je suis obligé d'avoir donc une pièce d'identité de la personne que j'indique donc sur ma facture. Après, ce document, je suis obligé effectivement de l'intégrer dans le livre de police. C'est une obligation. Nous, on n'a pas le droit d'acheter avec du liquide. Forcément, obligation, c'est par chèque ou par virement, même si c'est pour 1 €. C'est pour éviter le recel? Oui, je dirais c'est plutôt ça, oui, tout à fait, oui, pour qu'il y ait une traçabilité, oui. Ouais. Remplir un livre de police, rédiger une facture et ne jamais payer en liquide. Lorsqu'il a le moindre doute sur l'origine des bijoux, Édouard affirme ne prendre aucun risque. Si à partir du moment où vous avez une personne qui vient avec 5 kilos de bijoux, là vous posez quand même des questions, quoi. Ouais, d'accord. Ça vous arrive de refuser des clients? Ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement, oui. Et pourquoi? Parce que c'est des gens qui veulent absolument en espèces. Et puis là, vous voyez très bien que, voilà, c'est pas la peine de continuer, quoi. Mais ça sent pas bon, quoi. Non, ça sent pas bon. Non. Vaut mieux éviter. C'est des activités qui sont sollicitées par le banditisme, par... voilà. Mais quand on le pousse dans ses retranchements, Édouard le reconnaît, impossible d'être totalement sûr qu'aucun de ses bijoux n'a été volé.
C'est pareil, si maintenant vous achetez un bijou, est-ce que la facture, vous la gardez? Et après, si vous voulez vous en défaire, bah, vous le vendez, forcément. Si maintenant vous avez des bijoux, vous le vendez à votre bijoutier pour faire une autre bague, bah, c'est pareil. Est-ce que le bijoutier va se poser des questions? Mais comment voulez-vous vérifier cette chose-là? Comment voulez-vous la vérifier? C'est impossible. C'est pas possible. Empêcher la revente de bijoux volés serait donc très difficile. Tout repose sur la vigilance des professionnels. Mais respectent-ils tous les règles à la lettre? Pour en avoir le cœur net, nous avons tenté l'expérience. Bien entendu, nous n'allons pas commettre un vol. Notre démonstration commence donc dans cette bijouterie parisienne. Bonjour. Je vous écoute. On aurait voulu voir le collier, là, le premier et le deuxième. C'est pour offrir ou pour vous? C'est pour offrir. Celui-ci, c'est de l'or 375 millième, donc ce qui correspondait à 9 carats. 9 carats, d'accord. On va vous prendre celui-ci alors. Très bien. Merci beaucoup. Nous achetons ce collier en or et allons tenter de le revendre. Son prix, 200 €. Alors combien allons-nous en tirer? Les magasins de rachat d'or vont-ils remplir un livre de police, rédiger une facture et refuser de nous payer en liquide comme c'est la loi? Première tentative. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé un collier de famille et je voulais savoir si c'était possible de... Ouais. Venez, je vous en prie. Ah, merci. C'est de l'or, tout ça? Oui, c'est de l'or, ouais. Le salarié nous emmène dans l'arrière-boutique pour estimer la qualité du collier. Et là, surprise. C'est du 9 carats, il y a 37,5% d'or. Vous avez 2 grammes 43. Aujourd'hui, le 9 carats s'achète à 5 € le gramme. Ça vous fait dans les autres 20 €. Le collier que nous venons d'acheter 200 € n'en vaut plus que 20 dans cette boutique. Et il y a pire. Moi, je prends pas le 9 carats, je prends un morceau de 14 carats. Parce que la pureté n'est pas assez, justement, n'est pas assez élevée, en fait, élevée c'est ça. pour que je puisse lui extraire l'or. Cette boutique ne veut même pas l'acheter. Notre expérience commence mal, mais avant de partir, l'employé nous donne un tuyau. Le grand boulevard qui descend. Ouais. Et il y a 2, 3 ou 4 boutiques qui rachètent. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Un peu dépité, nous tentons notre chance dans une seconde boutique, un peu plus loin. Bonjour. Je viens de voir parce que j'ai un collier que j'aimerais revendre, qui est en or. Ça, c'est 9 carats. Quoi? 9 carats, 9 carats. 9 carats sont rien, ça c'est comme le plaquet. Ils sont même pas 20 €. Vous voulez pas me la prendre? On prend 20 €. Comme son collègue, il estime le collier à 20 €. Mais cette fois, il est prêt à nous l'acheter. Alors va-t-il respecter la loi? Un autre homme apparaît. Il semble être le patron et a l'air très à cheval sur le règlement. Oui. Et la pièce d'identité, c'est pour... Le photocopie. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour peut-être arriver le contrôle et tout ça. Peut-être arriver le contrôle. Il disparaît avec notre carte d'identité. Et au bout de quelques minutes, la vendeuse nous fait signe de le rejoindre dans son bureau. Ah, merci, monsieur. À l'abri des regards, l'homme vient de nous remettre 20 € en liquide. Une pratique totalement illégale. Devant nous, il ne rédigera aucune facture et n'indiquera pas non plus cette vente dans un livre de police. Merci. Au revoir. Au revoir. Si ce collier avait été volé, nous aurions pu le revendre de la même manière. Voilà pourquoi les bijoux ont pris autant d'ampleur dans ces vols à répétition. Mais aujourd'hui, c'est un autre trafic, beaucoup plus surprenant, qui inquiète les autorités. Car de nombreux Français ont chez eux une petite fortune dont certains voleurs avisés connaissent bien la valeur. Leur animal de compagnie. Un chat ou un chien qui disparaît, une tragédie pour leur maître. Avec des histoires parfois incroyables, comme celle de cette femme qui a retrouvé son chat en vente sur Internet. Et les chiffres sont impressionnants. 70 000 cas par an rien que pour les chiens.
Car la principale cible des voleurs, ce sont les chiens de race qui se revendent plusieurs milliers d'euros. Agen, dans le Lot-et-Garonne. Depuis quelques semaines, Vinciane, 55 ans, est désespérée. On va aller en premier à la poste alors. Avec sa sœur, elle sillonne le département, ses affichettes à la main. Dessus, les photos de 5 bébés chiens qui ont disparu. On va en remettre une parce que ça ne tient pas du tout. Les voleurs ont pris tous les risques pour dérober ces chiens. Bonjour. N'hésitant pas à entrer chez elle alors qu'elle était sur place en famille. En pleine journée, à 11 h du matin, on était à 3 présents avec les chiens. Et on n'a rien vu, rien entendu. On ne sait pas comment ils ont fait. Et on a couru après, mais malheureusement, ils avaient pris un petit peu d'avance. On a eu les témoins. Les 2 hommes, on a une description parfaite. La description du fourgon, parfaite aussi. Si les voleurs étaient prêts à tout, c'est parce que ces chiens sont des animaux très prisés. Des Boston Terriers pure race. Leur prix, jusqu'à 2 000 €. Et le cas de Vinciane est loin d'être isolé. C'est des centaines, des milliers de vols sur la France, quoi. C'est énorme, c'est un vrai fléau et un gros trafic. C'est un gros business. Oui, très gros. C'est le 3e trafic plus important après les armes et la drogue. Ah oui, ça m'étonne, oui. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Un phénomène qui prend une ampleur considérable. Pour Vinciane, qui redoute un nouveau vol de ses bébés chiens, c'est une inquiétude permanente. On pense que c'est plutôt par cet endroit-là qu'ils ont dû venir. On a ajouté ce grillage pour être sûr qu'on ne puisse plus passer les mains à travers le grillage. Ces animaux kidnappés, elle les recense et les publie sur les réseaux sociaux. À chaque fois, des chiens de race. Ils ont été volés le même jour que nous. Donc ceux de Mélanie, Mambo et nos 5 Boston, plus un Yorkshire qui est dans le 31, ont été volés tous le même jour. Ça n'arrête pas. Hein. Chaque jour en France, 190 chiens disparaissent. Alors pourquoi tous ces vols? Qui rachète ces animaux de race? Il y a les élevages clandestins ici en France, qui existent malheureusement, il y en a énormément. Et ensuite, il y a le vol pour les emmener dans les pays de l'Est pour la reproduction. Des chiens qui serviraient de reproducteurs pour des filières mafieuses. Un trafic qui représenterait près de 60 millions d'euros par an. Mais parfois, les animaux volés sont revendus beaucoup plus près de chez vous. Car souvent, quand ils disparaissent, leurs maîtres ne portent pas plainte, pensant qu'ils se sont sauvés ou qu'ils ont été victimes d'un accident. Certains en profitent, des petits délinquants au profil parfois inattendu. Versailles, à 20 km à l'ouest de Paris. Pas très loin du célèbre château, dans un lieu dont elle préfère ne pas dévoiler l'adresse, la Fondation Assistance aux Animaux. François, 54 ans, y est enquêteur depuis 6 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? François travaille sur une nouvelle affaire. Ce matin, il va montrer à Anne-Claire, la responsable de l'association, des photos inquiétantes. Il va quand même être nécessaire d'envisager quelque chose parce que quand je vous montre les photos, vous allez voir. Il soupçonne une habitante de la région de voler des chats et de les revendre. Ah oui, d'accord. Prétextant une visite de routine, il a pris ces clichés édifiants. Ça, ce sont des chats que j'ai vus dans la cave. Voilà. Là, ils sont désespérés, ils sont complètement... Du coup, ils sont tous dans des cages à lapins, alors? C'est ça. Ouais. Et par contre, elle les vend 160 € ou 220 € selon le cas. Ok. Là, on est clairement sur du trafic. C'est un travail dissimulé, en fait. Rien ne nous dit que un voisin n'a pas perdu son chat, que ce chat ne s'est pas retrouvé chez cette dame-là, revendu 220 € à la première personne qui payera pour l'avoir. Une activité illégale, des animaux maltraités. Pour Anne-Claire et François, il y a urgence à intervenir. Je vous appelle ce soir pour qu'on cale la date de rendez-vous. L'opération est prévue dans quelques jours. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Le jour J, les 2 bénévoles se présentent chez la trafiquante présumée d'animaux de compagnie. Donc c'est un pavillon vert là-bas, à gauche. Ils sont équipés d'une caméra discrète.
Bonjour. On voudrait vous parler, madame. Ils sont accueillis par une vieille dame qui n'a manifestement pas très envie de les voir. Elle affirme être persécutée par des voisins qui l'auraient dénoncée à tort. Qui c'est qui m'en veut à ce point-là? Personne, madame. Personne. Si, Hein? il y a eu des dénonciations. D'ailleurs, les deux qui vont porter plainte contre moi, parce que je sais qui c'est qui a porté plainte contre moi, il y en a une qui est partie et l'autre qui est morte. D'accord. Comme ça leur a pas porté bonheur. François et Anne-Claire parviennent quand même à entrer. Et dès le début de la visite, ils repèrent un animal en détresse. Les oiseaux n'ont même pas d'eau. Pour l'état de la cage. Mais plus aucune trace des chats. Alors ont-ils déjà été vendus? Moi, ce que je voulais voir avec vous, concernant les chatons là, que vous aviez ici, là, ils sont partis ou pas? Bah, il y a beaucoup de chats. Il me reste plus que quelques-uns chats. Il me reste... Combien? On va vous suivre, hein? Pour en avoir le cœur net, Anne-Claire et François inspectent chaque pièce de la maison. Oula, oh bah, il va falloir que je maigrisse, hein. Difficile d'imaginer que des animaux vivent dans un tel capharnaüm. C'est comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de ranger. Je vois bien. Essayez de faire attention. Moi, je fais attention, madame, moi. Et dans cette cave, une scène franchement choquante. Salut, toi. Un chat enfermé dans une cage, et depuis très longtemps. Du coup, le chat qui est en bas, le gros tigré, là, ça fait combien de temps que vous l'avez, celui-là? Oh, ça fait... il va avoir 14 ans. D'accord, ça fait combien de temps, du coup, qu'il est dans la cage? Oh, ça fait 1 an à peu près. 1 an dans une cage. Et c'est loin d'être le seul animal à subir ce genre de mauvais traitement. Et dans votre chambre, vous avez toujours autant de compagnons? Ah oui. Bonjour les minous. Bonjour. Dans cette chambre, 6 autres chats qui vivent dans des conditions tout aussi déplorables. La vieille dame affirme pourtant les soigner. Celle-là, là-haut, elle a un petit bobo sous le menton. Oui, d'accord. En dessous, il y en a une qui est prête à partir, mais elle n'est pas vaccinée. Et puis il est craintif aussi, hein? Non, il n'est pas Ça va? J'ai pas d'homme à la maison. Ah, c'est pour ça, d'accord. Et puis ces deux-là, ben, ce sont 2 sœurs. Il y en a une qui est gentille et l'autre un peu moins bien. Ok. C'est tout ce que j'ai. Alors d'où viennent tous ces chats? Leurs maîtres sont-ils à leur recherche? François et Anne-Claire cherchent à savoir combien d'animaux sont passés par ici. Alors, donc, vous en êtes où, vous, avec vos placements, madame? Alors, le dernier est parti le 23 février. Son frère, d'ailleurs. 10 février, 2 février, 30 janvier. D'accord. Je suis une mini SPA. Je sauve des chats pour les placer à des gens depuis des années. Je fais ça depuis 89. Ok. Très bien. Une mini SPA, pour les 2 bénévoles, il s'agit plutôt d'un petit business sordide. Et les preuves s'accumulent, comme cet album photo. Ah, vous avez un album? Oui, je prends en photo les gens à qui je donne les chats. Voilà. Mais ils ont tous le sourire, vous leur demandez de sourire ou c'est automatique, Non, madame? c'est eux qui sourient. D'accord. C'est fou, vous trouvez tous ces chats dans la rue? Oui, madame. Oui, je trouve tous ces chats si c'est pas devant la porte. Mais comment vous savez que les chats n'appartiennent pas à des gens quand vous les retrouvez? Dans la rue, les chats, ils sont abandonnés, voués à une mort certaine. Bon. À l'entendre, elle consacrerait sa vie à sauver des chats. Sauf que dans un coin, François repère des tarifs qui en disent long. 160 € pour un vaccin qui coûte en moyenne 60 € chez un vétérinaire. Ah oui, bah vous n'avez pas augmenté? Je fais pas une fortune avec, je perds de l'argent plus qu'autre chose. Elle perdrait de l'argent, mais l'une de ses réactions va la trahir. Moi, madame, je vais être très honnête avec vous. Là, vous encourez des poursuites. C'est quand même un comble de faire au mieux pour sauver des chats d'une mort certaine et d'être embêté. Et votre proposition, c'est quoi? Me prendre les chats? Alors oui, tout à fait, de prendre les chats, les ramener à notre refuge. Oui, mais moi, que je perds de l'argent, là, si jamais vous me... Vous venez de dire que vous faisiez pas ça pour... L'argent. Oui, mais enfin, j'ai pas les moyens financiers, parce que j'ai une petite retraite. Un complément de retraite, pas de quoi attendrir Anne-Claire. Elle fait pas ça pour l'argent, mais elle veut pas nous céder les chats parce que sinon elle va perdre de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle fait, mais elle peut pas nous le dire parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas légal en fait. Comme la vieille dame refuse de laisser partir les animaux, la responsable de l'association appelle du renfort. Oui, bonjour. Écoutez, on est chez la propriétaire hein, et elle veut pas du tout négocier à l'amiable. Ok, très bien, merci.
Quelques minutes plus tard, 3 policiers en uniforme viennent leur prêter main forte. Voilà madame, j'ai appelé mes collègues là qui sont là. J'ai vu la flic Africa y arriver. Vous allez nous donner les chats madame? Donc là on va les laisser faire, d'accord madame? Oui. Furieuse, la vieille dame voit partir ses malheureux pensionnaires. Là vous m'avez dégoûté à vie des gens. Je suis déçue par les On prend les oiseaux aussi hein, et le lapin. Ah non, ouais, vous m'amenez avec les menottes aussi, Avec non? les menottes? Non. Bah si, je suis déçue, déçue. Oh oui mon petit cœur, dis donc. Au total, l'association récupère 7 chats, 1 lapin et 2 oiseaux. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention messieurs, bonne fin de journée. Au revoir. Alors ces chats ont-ils été volés? Et vont-ils pouvoir retrouver leur maître? Un seul moyen de le savoir. Au refuge de l'association, les bénévoles vont examiner chacun de ces rescapés avec ce petit appareil, un lecteur de puces. Elle est mise où, Char? Depuis 2011, la loi oblige les propriétaires à identifier leurs chats et leurs chiens grâce à un tatouage ou une puce implantée sous leur peau. Je te laisse vérifier. Pas de puce. Malheureusement, cette loi n'est pas toujours respectée. Sur 6 chats retrouvés, aucune trace de puce. Le 7e appartient à la vieille dame. Si ça se trouve, c'est pas parce que ces animaux ne portent pas d'identification qu'ils n'avaient pas de propriétaire. Mais puisqu'il n'y a aucun moyen de remonter jusqu'au détenteur de l'animal, ils retrouveront jamais leur famille en fait, ces animaux-là. Ne pas identifier son chat, c'est prendre le risque qu'il disparaisse un jour et de jamais savoir en fait ce qu'il est devenu. Ces chats qui ne retrouveront jamais leur maître seront proposés à l'adoption. L'association va porter plainte contre la vieille dame qui leur infligeait de mauvais traitements. Elle risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Aujourd'hui, les délinquants de tout poil profitent de la moindre faille. Et ils s'adaptent même aux nouvelles technologies. Dans ce domaine, les voleurs de voitures viennent de mettre au point une technique redoutable. Paris, 11e arrondissement. À 42 ans, Silver est manager de profession. Mais ce jour-là, ça n'est pas avec son métier qu'il espère gagner de l'argent. Bonjour, Olivier. Enchanté. C'est Olivier. Enchanté, Silver. Donc c'est pour la voiture drag. Exact, oui. Silver va louer sa voiture à ce particulier. Olivier, un Québécois qui visite la France. Voilà, je vous donne les clés. Hop. Parfait, merci beaucoup. C'est la première fois que Silver rencontre Olivier et pourtant il n'hésite pas à lui confier son véhicule. Il lui explique même le mode d'emploi. Le frein à main, il est au pied, il est de ce côté-là. Avec les pieds, ça? Vas-y. Tu vois, et là, il est enclenché et tu rappuies pour l'enlever. Très important, en cas de contrôle, les papiers sont sur dans la boîte à gants. Il a toutes les infos pour partir sereinement et même moi, je serais serein qu'il sache maîtriser le véhicule. Ce qui a permis à Silver d'entrer en contact avec Olivier, c'est l'un de ces sites très à la mode qui fleurissent sur Internet. Des centaines de véhicules que des particuliers mettent en location à des prix imbattables. Ben, c'est la première fois que je loue une voiture. C'est ma première fois que je suis en Europe. C'est moins cher que louer avec une compagnie. On peut échanger avec le propriétaire directement. Olivier va payer 15 € la journée pour cette voiture. Et pour le propriétaire, c'est un bon moyen de mettre du beurre dans les épinards. Ça génère un revenu d'environ 300 € par mois, ce qui est sympathique. Ça englobe en tout cas les coûts d'entretien du véhicule. Mais attention, il y a une petite subtilité. Voilà, merci. Silver va se montrer très attentif au moment de vérifier les références bancaires et l'identité d'Olivier. Et là, il me demande ton permis. Le permis, parfait. Alors, je le prends en photo. Et sur ce permis, problème. Par contre, tu as marqué que c'était un permis français, c'est québécois. Une information erronée qui aurait pu coûter très cher à Silver. Car en cas de problème, l'assurance ne l'aurait peut-être pas remboursé. S'il y a un accident ou un accrochage, du coup, l'assistance et l'assurance vont vérifier que tout corresponde contractuellement. Parce que s'il y a un défaut, ils peuvent se dégager de toute responsabilité. En tant que propriétaire, je dois faire attention que tout corresponde, sinon c'est effectivement pour ma pomme. Et il y a pire que des dégâts matériels. Il y a le vol. Que se passe-t-il si Olivier ne ramène jamais la voiture?
Si jamais on me vole la voiture, c'est un fait, on est censé avoir vérifié toutes les informations. Après, si on se bloque à ce genre de choses, on ne fait plus rien dans la vie. En clair, en cas de vol, si les informations fournies par le locataire sont fausses, le propriétaire risque de tout perdre. Voilà. Hop, je valide. Et voilà, c'est terminé. Le contrat est fait. Et ça, il y en a un qui vient de l'apprendre à ses dépens. Villejuif, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, Younes, 34 ans, roule sur ce drôle d'engin. Pourtant, il y a 2 ans, ce jeune ingénieur s'était offert la voiture de ses rêves. Alors c'est une voiture qui valait 30 000 €. C'était un Range Rover Evoque que je vais acheter. Je voulais me faire plaisir. C'est un plaisir de courte durée. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de votre voiture? Alors il me reste le plus important pour la démarrer, la clé et la carte grise. Voilà. L'idée de la mettre en location sur l'un de ces sites entre particuliers. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu leur slogan principalement qui disait 100% assuré, 100% sécurisé, et ça m'a rassuré. Je l'avais loué pour une dizaine de jours, là, de mémoire. Sauf que cette location va tourner au cauchemar. Lorsque Younes se rend au point de rendez-vous pour récupérer son véhicule, personne. La personne avait coupé son téléphone, et là j'ai commencé à me poser des questions. Le jeune homme porte plainte et après enquête, il apprend qu'il a été piégé par un escroc, un voleur de voiture à la technique imparable. En fait, il y avait une usurpation d'identité. La personne est arrivée avec un permis de conduire, une pièce d'identité dérobée. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu retrouver ni le véhicule, ni la personne qui m'a dérobé. Là, c'était vraiment des professionnels qui ont profité d'une faille de la plateforme pour arriver à leur fin. Une catastrophe qui lui coûte 30 000 €. Son assurance refuse de le rembourser car il s'agit d'une escroquerie. Younes attaque le site internet en justice. J'ai attaqué et l'assurance, qui ne voulait pas me garantir le vol, et j'ai attaqué aussi la plateforme pour publicité mensongère. 2 ans après sa mésaventure, Younes a perdu son procès contre le site de location entre particuliers. Il n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation et s'est montré imprudent, notamment en acceptant une caution en argent liquide. Attention donc à bien appliquer toutes les consignes lorsque vous utilisez ce genre de site. Sous peine de vous faire dérober votre véhicule par des malfaiteurs si aguerris que les forces de l'ordre ont dû créer des unités spécialisées pour les traquer. Ceux qui sont les mieux placés pour en parler travaillent à Pontoise, près de Paris. Salut Nico. Salut Seb. Tu vas bien? Si tu veux, on peut regarder ensemble. Sébastien, adjudant de 50 ans, et Nicolas, technicien de 39 ans, connaissent mieux que personne les techniques des voleurs. Ils ont accepté de nous en dévoiler une qui fait froid dans le dos. Ce petit boîtier qui démarre n'importe quel véhicule récent une fois branché sur cette prise. Donc la prise diagnostique, c'est la prise qui est utilisée par le constructeur pour pouvoir identifier les éventuelles pannes sur le véhicule. Utilisée par les garagistes pour effectuer les entretiens, cette prise équipe toutes les voitures récentes. Et les voleurs s'en servent pour reprogrammer la clé. On prend une carte vierge, on l'insère, on appuie sur Start, rien ne se passe. On branche l'outil de reprogrammation de clé sur la prise diagnostique. Une communication est faite. On peut retirer l'outil. J'appuie sur Start. Le véhicule démarre. C'est aussi simple que ça. Les outils de reprogrammation de clé envoient des consignes en disant « La clé que je vais te présenter maintenant, c'est la clé qui est autorisée à démarrer le véhicule. » En France, 7 voitures sur 10 sont volées de cette manière. Une technique réservée à des malfaiteurs aguerris qui sont prêts à débourser une petite fortune pour se procurer ce fameux boîtier. On le trouve pour certains modèles
un peu anciens, autour de 700 €, et jusqu'à 15-20 000 € pour pouvoir faire une multitude de marques. Et une fois volées, ces voitures sont maquillées. Nouvelles plaques, nouveaux numéros de châssis. Chaque semaine, Sébastien et Nicolas partent à travers la France aider les brigades locales dans leurs enquêtes, équipés de leurs trousses à outils. C'est tout le matériel dont on peut avoir besoin pour travailler sur les véhicules. Du coup, on se balade avec quelques kits de serrurerie pour pouvoir ouvrir quand même les portières. On a un endoscope. Très utile, cette mini-caméra permet d'inspecter les moindres recoins d'un moteur. C'est des experts, quoi. C'est un peu la série Les Experts. Après, la durée, on n'est malheureusement pas limité à devoir réussir en 45 minutes. Des enquêtes qui durent parfois des mois. L'unité est appelée en renfort sur plus de 300 affaires par an. Ce jour-là, justement, Nicolas et Sébastien héritent d'un nouveau dossier. Alors les voleurs ont-ils utilisé cette nouvelle technique? À eux de le découvrir. Orléans, en région centre. Depuis quelques mois, des voleurs de voitures au style bien particulier écument les environs. Chez les gendarmes, c'est la section de recherche qui a pris l'affaire en main. Des enquêteurs qui travaillent en civil et ne montrent jamais leur visage. Comme Paul qui dirige l'enquête. On travaille sur un phénomène de vol de véhicules qui sont redécouverts après incendiés avec des pièces prélevées, multiples pièces mécaniques ou des pièces de carrosserie. Depuis des mois, ces images s'entassent sur son bureau. Des voitures calcinées, la signature de ces malfaiteurs. Et voilà leur mode opératoire. Cette équipe-là fonctionnait comme ça, ils dérobaient un véhicule à forte puissance, type sportif, et pour s'en servir, comme on appelle nous, en véhicule de guerre. C'est-à-dire que ce véhicule-là, ils partent avec, dérober les autres véhicules pour prélever des pièces. Des voleurs organisés et prêts à tout, qui auraient déjà une trentaine de raids à leur actif. Donc ça, c'est une cartographie générale des faits. Toutes les petites étiquettes correspondent soit à un vol, soit à une découverte de véhicules incendiés. Et on constate que géographiquement, tout est rapproché, quoi, ce qui nous a permis de remonter sur une équipe et puis de travailler sur eux, quoi. Après des mois d'enquête, Paul a identifié une dizaine de suspects. Et il a trouvé leur adresse. Ce campement de gens du voyage qu'il a déjà survolé en hélicoptère brièvement pour ne pas éveiller les soupçons. On ne s'est pas attardé entre guillemets parce que l'hélicoptère se voit forcément, donc on ne veut pas attirer l'œil. On a des soupçons sur certains véhicules qui peuvent être présents sur le camp. Pour en savoir plus, une seule solution, se rendre sur place. Le genre d'opération risquée que les gendarmes mènent en général au petit matin. 4 jours plus tard, à l'aube, Paul a mobilisé une trentaine d'hommes. Parmi eux, Nicolas et Sébastien, les experts du plateau investigation véhicule. En théorie, là, il y avait un trafic, maintenant il a changé, il a un master, donc on l'enlèvera. Après, tout ce qui est outillage, vous saisissez... Outillage, ouais. Paul leur détaille son enquête. Nicolas et Sébastien sont chargés d'examiner les véhicules suspects. Dans le dispositif, donc on se met juste derrière vous. Ouais, voilà. Ok, pas de problème. Dans la nuit, le convoi s'élance. Pour ne pas laisser aux suspects le temps de réagir, les gendarmes espèrent les cueillir en plein sommeil. Sur place, ils s'introduisent dans le camp sans faire de bruit. Là c'est bien, c'est calme. Il n'y a pas de bruit. Une fois les interpellations menées à l'abri des regards, Sébastien et Nicolas s'intéressent aux véhicules et aux pièces détachées. Très vite, ils découvrent ces moteurs dont les numéros de série ont été effacés. Si on voit, commence à en voir. Ah, mais c'est bon, ça apparaît, ça apparaît. Et avant même d'avoir examiné les véhicules, Sébastien repère certains détails qui en disent long. On a vu qu'il y avait déjà 3 moteurs qui étaient démontés. Après, on a vu un véhicule qui était désossé. On a vu une caravane qui, par rapport au numéro d'immatriculation et qui date à peu près de 1998, la caravane est vraiment neuve. Donc voilà, il y a des incohérences entre la plaque et le véhicule. Alors que le jour se lève, tous les véhicules suspects sont embarqués, direction un garage des environs, où ils vont être examinés sous toutes les coutures. Des dizaines de pièces et de voitures à inspecter à la loupe, les experts se partagent le travail. Au moins ça fait 2 équipes. Eux travaillent de ce côté-là, nous on travaille là-bas. C'est aussi bien. Un travail de fourmi.
il faut vérifier que les numéros de série de chaque pièce sont bien d'origine. Car les voleurs savent s'y prendre pour brouiller les pistes. J'éclaire avec la lampe. On voit le numéro qui est rouillé. Ensuite, justement, on meulage. Là, on va essayer de révéler le numéro de série qui a été effacé pour maquiller le véhicule. À l'aide d'un acide, Sébastien et Nicolas tentent de faire réapparaître le numéro. Malheureusement, là, on n'arrive à rien faire remonter. Raté pour cette fois, le numéro a totalement disparu. Mais pour les enquêteurs, le vol ne fait aucun doute. De toute façon, le maquillage, il est fait. Donc ils ont retiré le numéro de série, ce qui n'est pas normal. Donc ça prouve bien qu'ils ont voulu maquiller une caravane qui était volée. Un premier véhicule maquillé et c'est loin d'être le seul. Un peu plus loin, Nicolas en inspecte d'autres qui, eux aussi, semblent suspects. On essaye de trouver le numéro du moteur pour essayer de remonter son origine. Le problème, c'est que c'est des fois dans des endroits assez difficilement accessibles. Grâce à sa petite caméra, il plonge dans les entrailles du moteur pour retrouver les numéros de série. 060 343. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ça correspond à la fiche constructeur. Certains numéros sont d'origine, mais très vite, de petits détails clochent. Toutes les caractéristiques du véhicule sont bonnes, le numéro de châssis est correct, les différentes plaques constructeurs sont correctes, sauf que le numéro moteur, lui, a été complètement martelé. Je pense que le moteur de ce véhicule-là a eu un problème. Ils l'ont échangé avec un moteur qui provenait d'un véhicule volé. Jolie prise ce jour-là pour les gendarmes, pas moins de 5 véhicules trafiqués. Les autres véhicules, on a remarqué que les véhicules en eux-mêmes étaient corrects, mais que le kilométrage avait été fortement baissé. C'est pour ça que je peux dire que c'est une très bonne journée pour les enquêteurs.